sommes le 11 février 1951 et une foule immense, 1 million de personnes, dira l'humanité le lendemain, sous une pluie battante, chargée de fleurs et de drapeaux rouges, accompagne les funérailles d'Ambroise Croizat, le seul ministre du Travail ouvrier, secrétaire général de la Fédération CGT de la métallurgie, député communiste depuis 1936 et à ce titre arrêté et envoyé au bagne, comme tous les députés communistes, en Algérie, de 1939 à 1942, où il subit de très mauvais traitements qui font qu'en 1951, à 50 ans, il décède prématurément. Et si le peuple de Paris lui fait un enterrement à la Victor Hugo, c'est parce qu'il se reconnaît dans ce ministre qui, le seul, a gagné le nom de ministre des Travailleurs. Imaginons qu'on dise que Mme El Khomri est la ministre des Travailleurs, ça susciterait une hilarité immédiate. Or, ce ministre a disparu de la photo. Lorsque j'ai fait des études sur la sécurité sociale dans les années 60, jamais son nom n'a été prononcé. On parlait de Larocque, un haut fonctionnaire, qui est le premier directeur de la sécurité sociale, mais de celui qui, de novembre 1945 à novembre 1946, puis à nouveau de janvier 1947 à mai 1947, mais là il est déjà politiquement mort pratiquement, donc essentiellement au cours de l'année 1946, va mettre en place le régime général de sécurité sociale avec une mobilisation exceptionnelle de la CGT, silence total dans les rangs, et on comprend que c'est une bonne guerre de classe, la bourgeoisie vole l'histoire populaire. Mais le problème, c'est que pour nous aussi, Ambroise Croizat est disparu de la photo. Et j'ai mis 40 ans pour m'en rendre compte. Et c'est cette histoire de ma démarche de chercheur que je voudrais raconter ce soir, non pas pour raconter ma vie, mais parce que tant que nous mettons Croizat hors de la photo, nous sommes dans la défaite. Nous sommes condamnés à la défaite. J'ai mis 40 ans ou presque pour comprendre ou vous proposer un diagnostic sur notre défaite depuis 30 ans et comment en sortir. Donc ce n'est pas pour raconter ma vie que je vais faire l'histoire de cette démarche de chercheur, c'est pour sauver ma peau. C'est pour que nous sortions de la défaite. Tant que nous disons que la Sécu a été créée en 1945, qu'elle est née dans des circonstances particulièrement favorables, qu'elle a introduit une meilleure répartition de la richesse au bénéfice des travailleurs et qu'elle a permis d'assurer de la solidarité entre les bien portants et les malades, les jeunes et les vieux, etc., nous nous condamnons à la défaite. Il faut sortir de cette fable et peut-être sortirons-nous de la défaite. Sortir de la défaite, c'était bien la question qui se posait à Louis Aragon en juillet 1940. Je vais lire au cours de cette conférence des poèmes d'Aragon, essentiellement des poèmes de résistance, ceux qu'il écrit entre juillet 1940 et 1944, qui seront publiés tout de suite ou ultérieurement dans Le Crève-Cœur, dans Les Yeux d'Elsa et dans La Diane française. Ce sont des poèmes qui vont accompagner les résistants. Certains sont appris par cœur. On trouve un certain nombre de résistants fusillés avec les textes d'Aragon dans leur poche.
la poésie d'Aragon va être un moment important dans la mobilisation contre la collaboration et dans la sortie de la défaite. Et je pense que l'on peut trouver des outils de sortie de la défaite dans la lecture d'Aragon. Je commence par celui qu'il écrit aussitôt après l'armistice du 22 juin 40, qui le laisse mais en rage, et pas que lui, énormément de mobiliser. Il a 43 ans à l'époque, il est médecin auxiliaire dans une division de chars. À partir de l'offensive allemande du 10 mai 40, sa division entre en Belgique, où elle est accueillie par une population enthousiaste de ce soutien de l'armée française, sauf que les lilas belges vont bien vite accompagner une déroute avec un haut commandement décidé à la défaite. La division embarque à toute vitesse à Dunkerque, puis redébarque en Normandie. Mais là aussi, en Normandie, Aragon retrouve le général qui commandait cette division et qui, lui, était décidé, mais obéissait à des ordres d'état-major totalement défaitistes. Il le retrouve à Sainte-Marthe et ils vont apprendre bientôt que, de manière absolument honteuse, l'état-major a déclaré Paris ville ouverte, que Paris, le 14 juin, est conquise, et puis, alors même qu'ils reprennent l'offensive, comme vaille que vaille, jusqu'à Angoulême, ils sont arrêtés par l'armistice du 22 juin, qu'ils prennent comme un coup de poignard dans le dos. Il faut savoir, il faut redire, et Annie Lacroix-Ries a fait des ouvrages remarquables sur la question, que la classe dirigeante souhaitait la défaite, voulait en finir avec le Front populaire. C'était un choix de la défaite, comme le dit si bien Lacroix-Ries. Mais sommes-nous aujourd'hui dans une autre posture que le choix de la défaite ? Les lilas et les roses, au mois des floraisons, au mois des métamorphoses, mai qui fut sans nuages et juin poignardé, je n'oublierai jamais les lilas ni les roses, ni ceux que le printemps dans ses plis a gardés. Je n'oublierai jamais l'illusion tragique, le cortège, les cris, la foule et le soleil, les chars chargés d'amour, les dons de la Belgique, l'air qui tremble et la route à ce bourdon d'abeilles, le triomphe imprudent qui prime la querelle, le sang que préfigure en carmin le baiser et tous ceux qui vont mourir debout dans les tourelles, entourés de lilas par un peuple grisé. Je n'oublierai jamais les jardins de la France, semblables aux micelles des siècles disparus, ni le trouble les soirs, l'énigme du silence, les roses tout le long du chemin parcouru, le démenti des fleurs au vent de la panique, aux soldats qui passaient sur l'aile de la peur, aux vélos délirants, aux canons ironiques, au pitoyable accoutrement des faux campeurs. Mais je ne sais pourquoi ce tourbillon d'images me ramène toujours au même point d'arrêt, à Sainte-Marthe, un général, de noirs ramages, une villa normande au bord de la forêt, tout se tait, l'ennemi dans l'ombre se repose. On nous a dit ce soir que Paris s'est rendu. Je n'oublierai jamais les lilas ni les roses et ni les deux amours que nous avons perdus. Bouquet du premier jour, lilas, lilas des Flandres, douceur de l'ombre dont la mort farde les jours. Et vous, bouquet de la retraite, rose d'antre, couleur de l'incendie au loin, rose d'Anjou.
Le récit de mon itinéraire de chercheur commence par un autre enterrement du début des années 50, celui de Mémère Louise. Mémère Louise, c'est mon arrière-grand-mère qui meurt en 51, donc quand j'ai 5 ans. J'ai un souvenir d'elle à travers ce qui lui servait de déambulateur, vous savez, la petite chaise, comme on appelait ça, on coupait les pattes des chaises pour que des personnes âgées, cassées, puissent s'en servir comme déambulateur. Et nous avons très longuement conservé la petite chaise de Mémère Louise. Nous sommes dans un hameau de 4 maisons, dont l'école, mon père est instituteur, dans la partie extrêmement couverte de forêts, pleine d'eau, c'est pour ça que l'habitat est très dispersé, des sources de la Saône, dans le sud du département des Vosges, tout près de la Haute-Saône. Et mon père est dans un poste disciplinaire. Il n'a pas plu à l'inspecteur, il vient d'être déplacé. Nous sommes à 7, il y a 3 enfants, mes parents, l'arrière-grand-mère, donc, et puis ma grand-mère également. Nous sommes à 7 de 4 générations, dans 2 pièces, dont la seconde a été construite à la hâte. Et on entend toute la nuit, parce qu'elle est directement sur le sol, on entend toute la nuit les hérissons qui passent sous le plancher avec leurs épines. Et il n'y a pas d'eau. Il faut aller à 300 mètres de là à la fontaine pour avoir de l'eau potable. L'eau pour se laver, c'est dans une mare qui est à côté. On se lave évidemment toutes les semaines, le samedi. Ma mère a des onglets dont j'ai le souvenir lorsqu'elle va laver à la fontaine l'hiver. Et je vais à vélo sur une route non goudronnée, bien sûr. Il n'y a aucune voiture, personne n'a de voiture. Nous sommes en 51. Je vais à vélo, à 200 mètres de là, dans un autre hameau, chercher du lait dans mes pots de camp, là de chaque côté. Je dois d'abord franchir l'obstacle du dindon de Madame Villeminot qui est en face. Les dindons, c'est assez agressif, et puis ça pince. Et quand j'ai franchi l'obstacle, j'arrive chez Madame Drouot, la fermière. Là, il y en a un autre. C'est qu'elle est au pied des vaches, sur son trépied, en train de traire. Ça ne me pose aucun problème. Je franchis les bousses de vaches, tout ça, j'ai l'habitude. Mais il faut embrasser Madame Drouot, c'est la condition, pour avoir du lait. Ça pique un peu, ça sent l'aigre. Mais moi aussi, je sens l'aigre, de toute façon. Et quand j'entends la radio, parce qu'on a la radio quand même, quand j'entends la radio des nouvelles, mettons, des clubs sportifs des villes ouvrières du nord de la Lorraine, je suis très envieux. La pauvreté paysanne est bien plus grande à cette époque que la pauvreté ouvrière. Au moins dans les villes ouvrières, la taxe professionnelle fait qu'il y a des équipements, des piscines, des clubs sportifs, des bibliothèques, toutes choses qui sont évidemment impensables dans ces communes rurales. Je découvre la ville à 9 ans et demi, quand je vais passer l'examen d'entrée en 6e. Je n'avais jamais été en ville. Alors, de bonne heure, c'est en mars, je crois que l'examen d'entrée en 6e se fait en mars. De bonne heure, mon père et moi, on prend chacun notre vélo à 5h30 du matin. On va à 3 km de là à l'arrêt du bus. On pose nos vélos dans le fossé, on les retrouvera le soir. Et on part, on arrive à 7h30 du matin, il fait encore nuit, dans le lycée où il y a l'examen d'entrée en 6e, un lycée qui est encore en préfabriqué largement parce que la retraite des Allemands dans l'est de la France en août, septembre, octobre 1944 s'est faite par de très nombreux incendies de villes. Et Épinal, la préfecture où se passe donc l'examen d'entrée en 6e, a été incendiée. J'ai jamais vu tant de monde. Je suis complètement éberlué. Je n'ai pas de souvenir de la journée en tant que telle, mais j'ai souvenir de ce moment-là de saisissement. Dans le trousseau, il faut je suis interne, bien sûr, je vais être interne en rentrant à Noël et à Pâques. Il n'y a pas encore de vacances de Toussaint ou de février. Il faut mettre une brosse à dents. Je ne connais pas, mais enfin, va pour la brosse à dents. C'est un maître d'internat qui m'apprendra à me brosser les dents.
Et je vous propose une poésie que vous connaissez tous. On va faire exception là. On va prendre une poésie scolaire, Le Corbeau et le Renard. Je vous propose qu'on la dise ensemble. C'est le seul moment interactif de la soirée. Profitez-en. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Bravo, c'est pas mal. Sauf que c'est pas comme ça qu'on récitait la fin de la fable. À Beauregard, le hameau où mon père était en poste disciplinaire. Pour bien comprendre comment on le récitait, il faut imaginer une campagne sans moteur. Personne n'a de voiture, personne n'a de tracteur. Nous sommes une campagne silencieuse, une campagne magnifique. J'y ai passé des années absolument superbes. Moins ma mère, si vous avez compris. Ce que l'on entend, outre les bruits des animaux, c'est les jurons. Oh, ça jure dans tous les coins. Et jurer, c'est intransitif, vous comprenez? On ne jure pas que. Enfin, c'est les bourgeois qui jurent que. Et ces fils de paysans qui entendent des jurons toute la journée, ils ont quand même une petite... Ils se disent, c'est peut-être pas très bien de jurer tout le temps. Voilà que l'école authentifie la légitimité du juré. Alors, il faut voir les yeux, les bouches, les veines du cou qui s'ouvrent, les yeux écarquillés. Le corbeau, honteux et confus, jura! Et puis, pas de peau, faut achever. Alors, la queue basse, mais un peu tard qu'on ne lui prendrait plus. Qu'on ne lui prendrait plus. Bon, m'y prendre. Ah, mais prendre, oui. Des tout petits paysans très pauvres. Ah, la propriété, c'est ce que c'est. Mon père voyait des gamins qui ne jouaient jamais ensemble dans la cour. Il leur disait, mais enfin, jouez ensemble. Ah non, on ne se cause pas. Pourquoi? On ne sait pas. C'était une histoire de propriété, à coup sûr, bien sûr. Et donc, à Beauregard, La Fontaine se terminait par le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard qu'on ne lui prendrait plus. Alors c'est ce qu'on va faire, si vous voulez bien, d'accord? Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard qu'on ne lui prendrait plus. Lorsque, dans les années 70, je commence ma thèse sur la sécurité sociale et son financement, je dispose d'une fable. Maître Larocque, évidemment, pas Maître Croizat, d'accord. Maître Larocque, sur son arbre perché, tenait dans ses griffes un patronat déconsidéré par la collaboration. Il avait derrière lui 5 millions de cégétistes. 30% des voix aux premières élections législatives pour le Parti communiste. Et il tenait
dans son bec le beau fromage du programme du Conseil national de la résistance. Tous unis, des communistes aux gaullistes, pour créer la sécurité sociale. Ça, c'est la fable. Mais en 74-75, je crois encore à la fable. Et on dispose de 3 hypothèses académiques pour rendre compte de la sécurité sociale, qui toutes ont en commun l'idée de la sécurité sociale, c'est une redistribution. Il y a déjà une distribution primaire de la valeur économique, salaire-profit, et puis il y a une redistribution correctrice de cette distribution primaire au nom de la justice sociale, qui est la sécurité sociale. Et divergent ensuite les néoclassiques, je suis économiste, les néoclassiques, les keynésiens et les marxistes. Alouette et cheval, les néoclassiques, c'est le cheval, le reste, c'est le pâté d'alouette. Pour les néoclassiques, la redistribution point trop n'en faut, parce que ça pèse sur le bon fonctionnement de la valeur, ça pèse sur les salaires, ça pèse sur le profit. Il en faut, cela dit, parce que le marché n'est pas un bon allocateur de toutes les ressources, et donc il en faut, mais pas de trop. Du côté des hétérodoxes, comme on dit aujourd'hui, des keynésiens et des marxistes, là, il y a au contraire une appréciation positive sur la sécurité sociale. Les keynésiens disent ceci. Il était une fois une étape fordiste du capitalisme. Alors Ford, vous voyez, non ? C'est un industriel de l'automobile qui dit à ses collègues, et néanmoins concurrents, mais plutôt que de payer mal vos ouvriers pour faire de la bagnole de luxe, mais payez-les correctement, et faites de la voiture moyenne gamme, et c'est sur les économies d'échelle que vous allez faire du profit. Et c'est ainsi qu'il y aurait eu une période fordiste du capitalisme dans laquelle le profit avait sa source dans la production de masse. Et qui dit production de masse dit beaucoup de camelotes à écouler. Et pour ça, il faut solvabiliser la population de la naissance à la tombe. Ben, c'est à ça que sert la Sécu. À solvabiliser la population pour soutenir une demande suffisante en face de l'offre de la production de masse. Du côté des communistes, l'explication est différente. Il était une fois un capitalisme de compétition, donc intercapitaliste, dans lequel chaque capitaliste pris dans la compétition avec ses concurrents ne peut reconnaître dans le salaire que les besoins immédiatement joints à la présence du salarié sur son poste de travail, ici et maintenant. C'est ce qu'on appelle la reproduction simple de la force de travail. Mais la classe capitaliste, elle, ne peut pas se contenter de cette reproduction simple. Encore faut-il que le niveau moyen des compétences technologiques des salariés grandisse. Encore faut-il qu'il y ait à la génération suivante des salariés, etc. Et donc, la reproduction élargie de la force de travail, c'est ce que fait la sécurité sociale, qui satisfait des besoins qui ne sont pas immédiatement joints à l'activité de production, et c'est ce que l'État, du capitalisme monopoliste d'État, impose à la classe dirigeante, ou plus exactement, c'est ce que la classe dirigeante s'impose à travers son État de capitalisme de monopole. Et vous voyez que ceux qui sont censés soutenir une analyse critique du capitalisme, les keynésiens et les marxistes, disent que la Sécu, c'est une nécessité pour le capital.
ce que le mouvement ouvrier a vécu et continue encore dans les années 70 à vivre comme une victoire qui a valu cet enterrement à la Victor Hugo de Croizat. Ben non, c'est pas une victoire, c'est pas une conquête, c'est une nécessité pour le capital. Le mouvement ouvrier s'est fait d'idiots utiles qui, quand ils croient briser leurs chaînes, les forgent. Il n'y a pas de classe révolutionnaire. Il y a une seule classe pour soi, la bourgeoisie. Évidemment, communiste comme je le suis, à l'époque, et toujours, vous voyez, c'est une belle longévité, d'accord. Je suis au Parti communiste depuis 1969, j'en ai avalé des couleurs, hein, c'est bon. Et j'y suis toujours et fier de ce parti. Hein. J'y suis pas parce que j'y crois, si j'y crois, j'y serais plus hein, depuis longtemps. Hein. J'y suis parce que nous avons absolument besoin d'outils pour sortir de la défaite ou pour engager des batailles victorieuses, comme le Parti communiste l'a engagé en 1946 pour la sécurité sociale. Et en militant communiste, bien ma foi, je me propose de faire une thèse sur la Sécu comme élément de reproduction élargie de la force de travail. C'est-à-dire que je participe au mépris vis-à-vis de la classe ouvrière, qui est le postulat de la science sociale, fût-elle marxiste. Et quelle est mon hypothèse? Je vous la résume en peu de mots. La sécurité sociale, c'est un élément décisif du marché du travail. En gros, pour qu'un ouvrier soit ouvrier, il ne suffit pas qu'il ait un salaire d'ouvrier. Il faut aussi qu'il y ait des allocations familiales pour soutenir ce faible salaire. Il faut aussi qu'il y ait de l'indemnisation du chômage pour soutenir son rapport aléatoire à l'emploi. Ou à l'inverse, pour qu'un cadre soit cadre, il ne suffit pas qu'il ait un salaire de cadre, il faut aussi qu'il y ait un service de santé performant, il faut aussi qu'il y ait des espoirs de retraite suffisants pour qu'il soit cadre. En quelque sorte, la sécurité sociale vient confirmer le rôle du salaire et vient enrichir le fonctionnement capitaliste du travail. Je n'ai évidemment aucune conscience en énonçant cela, ce projet de thèse-là, je n'ai absolument aucune conscience d'être dans une situation de surplomb vis-à-vis de la classe ouvrière et de mépris vis-à-vis de ce qu'elle a conquis. Je ne m'en rends pas compte du tout, je vais m'en rendre compte plus tard. Mais vous voyez, je suis prêt à, ma foi, à accompagner la bonne marche du capitalisme dans le récit que je fais d'une pseudo-conquête ouvrière. Je fais partie de tous les experts que la classe dirigeante convoque pour construire son récit à elle du réel. Voici ce qui est écrit dans l'été 40, dans le Crève-Cœur. Aragon qui ça passait en contrebande, hein, puisque c'est un poème qui va être publié, alors qu'ensuite ces poèmes seront des poèmes sous le manteau, publiés éventuellement en Suisse. Là, c'est publié en France, mais vous voyez qu'il fait allusion au discours de Pétain sur les mensonges qui ont fait tant de mal, qui fait allusion à l'explication de la défaite par les rires des congés payés de 1936. Enfin, des ouvriers qui ont des congés payés, c'est évidemment le début de la décadence.
Il contemplait le grand désastre sans comprendre d'où venait le fléau, ni d'où venait le vent. Et c'est en vain qu'ils interrogeaient les savants, qui prenaient après coup des mines de Cassandre. Avons-nous attiré la foudre par nos rires et le pain renversé qui fait pleurer les anges? N'avons-nous pas cloué la chouette à nos granges, le crapaud qui chantait « Je l'ai mis à mourir » Nostradamus, Cagliostro, le grand Albert sont leur refuge d'ombre et leur abêtissoir. Ils vont leur demander remède pour sursoir au malheur étoilé des miroirs qui tombèrent. Leur sang ressemble au vin des mauvaises années. Ils prétendent avoir mangé trop de mensonges. Ils ont l'air d'avoir égaré la clé des songes. Le téléphone échappe à leurs mains consternées. Dans le trouble sacré qu'enfante leur remords, tout ce qu'ils ont appris leur paraît misérable. Ils doutent du soleil quand le sort les accable. Ils doutent de l'amour pour avoir vu la mort. Qu'est-ce qu'un militant du dimanche? Un militant du dimanche, c'est celui qui a deux casquettes. La casquette de la semaine et la casquette du dimanche. La casquette de la semaine, c'est la casquette professionnelle. Je suis économiste marxiste, et je m'emploie à montrer que la Sécu, ça sert à mettre chacun à sa place sur le marché du travail. C'est une institution du marché du travail. Tous mes collègues reposent sur ce postulat, non pas sur le marché du travail et la Sécu, parce qu'ils n'utilisent pas ça, mais sur l'idée qu'il n'y a pas de classe ouvrière révolutionnaire, qu'il n'y a qu'une seule classe pour soi, la classe bourgeoise, et que tout ce qu'on peut faire, c'est être critique du capitalisme. Alors, la science sociale critique, elle est innombrable. C'est dénoncer. C'est soutenir éperdument les organisations ouvrières, ne jamais les critiquer. On les soutient, c'est des victimes. Les victimes, ça soutient. Un chercheur en sciences sociales, surtout s'il est critique, il soutient la classe ouvrière. C'est sa militance du dimanche, vous voyez. C'est assez confortable. C'est pour ça que c'est très partagé. Je reviens à ma thèse. Dire que de la monnaie de sécurité sociale, c'est pas simplement une espèce de voile, comme le disent les néoclassiques, qui n'a aucune fonction, mais que c'est une institution qui, par exemple, pour mon hypothèse, met les travailleurs dans leur place sur le marché du travail. C'est c'est me situer en critique par rapport à la thèse dominante qui m'a été enseignée. Et par ailleurs, ma thèse, je la fais avec des collègues qui étaient tous à l'UNEF, qui sont pratiquement tous au Parti communiste. Alors, imaginez à Nancy, d'accord. Le seul prof marxiste qu'on ait eu, c'est Annie Vinocure. Je tords le cou au passage à tous ceux qui disent que dans les années 70, le marxisme était omniprésent à l'université. Alors là, je peux témoigner que non. La seule prof marxiste qui avait eu droit de nous faire cours un mois dans toute la maîtrise, dans nos 4 ans de maîtrise, elle nous avait fait cours un mois d'histoire de la pensée sur Marx, en dernière année. Il ne faut pas que ça arrive trop tôt quand même, ces choses-là.
Nous étions allés voir le groupe de militants de l'UNEF, nous sommes au lendemain de 68, qui avons cassé la tête à la corpo, qui soutenait les profs. Donc nous avons en face de nous une forte haine des profs. Et Annie Vinocure, qui constitue notre groupe de recherche, est élue à Nanterre pratiquement aussitôt après. Donc elle reviendra tous les mois pour accompagner nos... Mais nous sommes là un groupe même pas assistants pour le moment, on est des doctorants, un groupe de doctorants, tout seuls, lâchés à la vindicte de profs tout à fait décidés à en finir. Nous avions une salle assez correcte, et puis on nous met en face des chiottes, ça puait tellement qu'on a dû absolument s'en aller. Ensuite, on se retrouve en squat, des paillasses, pas chauffées, y compris l'hiver. À Nancy, ça se sent quand c'est pas chauffé, y compris l'hiver. On va mener une grève nationale, alors pas que nous, d'accord, mais une grève nationale des assistants, ceux d'entre nous qui vont devenir assistants. Les assistants, c'est un personnel contractuel, dont le contrat est repris chaque année. À partir de 76 jusqu'à 84, il y aura 3 ans de gauche sans que la grève réussisse. Donc de 76 à 84, on va faire 7 ans de grève nationale, administrative. On refuse de corriger les notes, etc., de corriger les copies. On ne donne pas nos notes, etc. Enfin, on fout le bordel. Plusieurs d'entre nous sont licenciés. À Nancy, il y a un suicide. Enfin, c'est une action collective très importante qui se termine par une titularisation, mais bien tardive, en 1984. Vous voyez comment, et intellectuellement, et de point de vue militant, nous ne pouvons pas imaginer que, en semaine, nous écrivons le récit capitaliste du réel. Au quotidien, nous nous battons contre la droite universitaire, contre tout ça, pour que nos droits soient reconnus, etc., etc. Ajoutez à ça une militance politique qui fait que pour moi, par exemple, je serai, par un de mes chers collègues, dénoncé auprès du recteur pour partialité dans mes enseignements. Je ne peux pas imaginer que je suis un collabo. La titularisation de 84, d'ailleurs, est bienvenue, parce que depuis 75, j'ai démarré ma thèse en 75, vous voyez, je la soutiens en 93, 18 ans de thèse, d'accord ? C'est une thèse d'État, je précise tout de suite, pour ceux qui sont doctorants ici et qui ont 3 ans, maximum 5. C'était une thèse d'État, il n'y avait pas de délai pour les thèses d'État. Il n'y avait pas de garantie non plus. Mais enfin, on la conquiert, cette garantie, à travers notre titularisation comme assistant en thèse d'État. Et c'était bienvenu parce que pourquoi est-ce que ma thèse traînait en longueur ? C'est parce que le matériel que j'observais ne confirmait pas du tout mon hypothèse de départ. Heureusement que je suis devenu fonctionnaire. Heureusement qu'à l'époque, il n'y avait pas de bibliométrie, où les carrières se font en mesurant le nombre de publications. Et sinon, j'aurais fait comme tout le monde, j'aurais bricolé une rhétorique inutile, mais estampillée. Et je vais traîner comme ça, je ne publie pratiquement rien, jusqu'en 89. Et puis en 89, j'ai une intuition de génie. Il faut que je vous raconte. C'est le 6 août 1989. Je m'en souviens très bien. Je suis sur une falaise, près de Paimpol. Je sors de mon Ford Transit, transformé en camping-car. On est là à 7 ou 8 dedans, je ne sais pas combien. Enfin, quand vous nous voyez sortir, les gens comptaient et étaient un peu éberlués.
bon, ça nous a permis pendant 20 ans de faire du camping sauvage partout. Hein. Vous savez, on peut pendant une journée, disons une nuit, rester quelque part. À l'époque, en tout cas, on pouvait. Et là, on est devant Paimpol. Pourquoi devant Paimpol? Parce que on a vu, ma femme et moi, le premier film de Desplechin, dans lequel il y a Dussolier, qu'on aime bien. Dussolier, je sais pas, c'est l'oncle, le père, je ne sais pas. C'est toute une série de cousins qui se retrouvent pour attendre la venue du corps d'un de leurs cousins rapatrié d'Afrique où il est mort. Ce film nous avait intéressés et en cathode gauche, on était abonné à Télérama et on avait vu dans Télérama que le film avait été tourné à Paimpol. Françoise me dit, écoute, tiens, cette année, on va à Paimpol. Marchant pour Paimpol. Et ce matin du 6 août 89, je me lève un peu plus tôt que les autres, en catimini. Il y a là le calme, la beauté de la mer sur la falaise. J'ai l'intuition, mais si je retournais mon hypothèse, plutôt que de dire que la Sécu, ça sert comme le salaire à positionner les individus sur le marché du travail, si je disais que le salaire direct est complètement inclus dans une définition socialisée, dont la sécurité sociale est le cœur, qui fait échapper partiellement au marché du travail les salariés. Ah mais oui, c'est bête, il suffisait d'y penser. Je me remets au boulot, je retrouve ma voix. D'abord, j'étais devenu bègue, vous imaginez, moi, bègue, hein, au labo, bégayé. Je me mets à écrire à la thèse, il me faut quand même un certain temps, mais enfin, je la soutiens en 93. Je continue ma recherche et en 99, je sors Puissance du salariat, qui est un bouquin qui va avoir un certain écho, en particulier, merci Frédéric, grâce à une recension dithyrambique que fait Frédéric Lordon dans l'année de la régulation. Pourtant, j'étais fort méchant avec les régulationnistes, puisque je mets en cause le prétendu Fordisme. Mais il y a des beaux joueurs, je suis le nouveau Marx, pas barbu, il me manque la barbe, mais... Et ça va me valoir, ce genre de réputation, c'est pas rien, hein, ça va me valoir mon élection à Nanterre. Je sors de Nancy, où j'étais économiste. Ça me vaut aussi d'abord une HDR en sociologie. Je quitte cette discipline du pouvoir qu'est l'économie, où je m'auto-censurais. Je n'osais pas prendre de doctorant. J'avais une thèse d'État, je pouvais avoir des doctorants, mais je n'osais pas. Je les aurais emmenés au casse-pipe, évidemment. Ils n'auraient jamais trouvé une thèse avec Friot. En économie, c'était absolument sûr qu'ils n'auraient jamais de poste. Donc, moi-même, j'en avais pas. J'étais relégué dans un IUT à 120 km de Nancy, où j'étais très bien d'ailleurs. Au moins, j'étais loin du pouvoir, j'ai pu bosser. Et une fois mon HDR passé, je suis qualifié comme professeur de sociologie au CNU en 2001 et élu à Nanterre. Je peux y constituer l'Institut européen du salariat, démarrer des thèses avec des doctorants, et aujourd'hui d'ailleurs, cet institut est extrêmement riche, et ces jeunes-là sont devenus eux-mêmes maîtres de conf ou chargés de recherche CNRS, c'est magnifique. Donc tout va bien pour moi, et tout va mal pour la Sécu. Et plus tout va bien pour moi et mal pour la Sécu, plus je suis au service des vaincus. Plus je suis au service de la classe ouvrière. Vous voyez comme c'est pernicieux, cette affaire. Hein. D'autant que l'hypothèse que je fais et que salue Frédéric Lordon en 99 dans Émancipé, dans l'enjeu du... Non, je finis par me trouver, redites-moi. Puissance du salariat, merci de suivre mieux que moi ce que je raconte. On se rend compte souvent ça comme prof. Hein. C'est pas mal d'ailleurs. Hein. L'auditoire suit mieux que ce que nous-mêmes on est en train de dire. C'est assez pratique, hein. C'est un métier assez commode, à vrai dire, et très exaltant.
l'interprétation que je fais à travers la socialisation du salaire est une interprétation féconde et qui est saluée comme telle. Je publie énormément dans les années 90, à partir de 93, je publie énormément parce que j'apporte à ce qui se passe depuis 80 une réponse plus intéressante que la réponse dominante. C'est la suivante. Nous avons des collègues qui disent que la Sécu, c'est une nécessité pour le capital. Et puis, pas de pauvre, la nécessité est complètement attaquée dans les années 80-90. Ils sont bien emmerdés. Si c'est nécessaire, pourquoi est-ce qu'elle est attaquée? C'est parce qu'on a changé de période. C'est parce qu'il y a eu deux individus répugnants, Mme Thatcher et M. Reagan, qui ont mis en place le néolibéralisme. C'est une explication absolument vide de sens, mais ça marche. Aujourd'hui encore, vous trouvez beaucoup de gens qui pensent qu'il y a un retournement néolibéral avec l'élection de Thatcher et de Reagan. Ils ne prononcent jamais le mot capitalisme. Néolibéralisme. Le démon. Donc l'explication est gnangnan et les collègues s'en rendent bien compte, que c'est un peu con-con. Donc dans l'explication que je propose, évidemment, ils trouvent un intérêt. Donc il y a une fécondité intellectuelle qui fait que je suis nommé au demeurant prof. On ne nomme pas quand même les gens profs tout à fait pour rien, il faut le dire. Ça marche, l'université, c'est une institution de bonne qualité. Non, il n'y a aucun second degré dans ce que je raconte. Il y a, au contraire, du premier degré. Je rends grâce, et à Nanterre en particulier. J'ai vécu des années absolument magnifiques. Salaire à vie, autogestion. Le pied, Je souhaite à tout le monde ce genre de choses, vraiment. L'interprétation que je donne, c'est que la socialisation du salaire, parce qu'elle disjointe le salaire de l'emploi, parce qu'elle libère le salarié du marché du travail, elle est combattue par la classe dirigeante. Il faut remettre les salariés sous le joug du marché du travail. Et pour cela, en coupant la socialisation du salaire par les deux bouts, par un bout de fiscalité, de solidarité, c'est la CSG, c'est plus du salaire qui finance les allocs, c'est plus une cotisation, c'est un impôt de solidarité. Et puis par l'autre bout, par des régimes complémentaires de retraite, de maladie, qui obéissent à une logique qui n'est pas une logique salariale, qui obéissent à une logique de prévoyance, et solidarité fiscale avec des pauvres, prévoyance pour des gagnants, c'est un mode de ressources tout à fait cohérent avec le capitalisme. Voilà comment j'explique à l'époque, et ça marche, je suis plutôt bien reçu, la réforme des années 80-90. Et pourtant, je ne vais pas pouvoir rester dans ce confort de la militance du dimanche, parce que nous allons être de plus en plus battus et de plus en plus sévèrement battus. Certes, il y a eu l'embellie de 95 qui nous a fait croire qu'on pouvait, sur les mots d'ordre qui sont les nôtres, arrêter les réformateurs, mais on déchante en 2002 avec l'élection présidentielle, en 2003 avec la réforme Fillon-Chérec des retraites, où là, une mobilisation énorme se traduit par un échec qui va être sévèrement sanctionné. Chirac, Raffarin, tout ça se venge de 95. Ils s'en vengent. 2003, c'est la réforme essentiellement de la retraite de la fonction publique. C'est les fonctionnaires qui sont les plus mobilisés. Je me souviens de manifestations avec une dynamisme incroyable des jeunes enseignants. Là, on tape au porte-monnaie. Beaucoup d'enseignants ne sont pas payés du tout en juin, juillet, août 2003. Et puis, rappelez-vous, en août 2003, moi j'étais en mission scientifique au Brésil. Je voyais les grands titres des journaux brésiliens. 15 000 morts en France du fait de la chaleur. J'en étais absolument surpris que dans un pays aussi
civilisée que la France, on puisse mourir de chaleur. Et là, Raffarin, il va nous faire payer le fait qu'il ait été incapable d'assumer la canicule. Vous bosserez le lundi de Pentecôte gratuitement. Espèce de salaud. Ça vous apprendra à tuer vos vieux. Et puis Chirac, qui est un fin politique, Raffarin, on n'en dira pas autant, Chirac, qui est un fin politique, sait que sa victoire sur les retraites, victoire décisive, peut lui coûter sa réélection. Ça a été le cas de Sarkozy. Il gagne en 2010, mais il perd en 2012 à cause de sa victoire de 2010. Et il va diviser le camp adverse. Il va inventer l'affaire du voile. Et là, c'est le début d'un pourrissement du débat public, avec une récupération raciste de la laïcité par la droite et l'extrême droite, une récupération de classe de la Marseillaise. Le poème que je vais lire, exceptionnellement, ne date pas des années de guerre, mais d'avril 1934. Avril 1934, nous sommes au lendemain de février 1934, c'est-à-dire des menées fascistes pour en finir avec la République, avec la tentative de prise de l'Assemblée nationale le 6 février 1934 par l'extrême droite. Et il y a une réponse évidemment populaire dans les manifestations des 9 et 12 février 1934. La police n'avait tué personne le 6 février, elle tue 8 communistes le 9 et le 12 février 1934, la police des manifestations. Je dis leur nom parce que c'est à eux que Aragon dédicace le poème que je vais vous lire, qui est publié en avril 1934. Pérez, Lauchin, Taillé, Maurice, Bourdin, Bureau, Perdreau, Charbac. Réponse aux Jacobins. Allons, enfants de là, mais je vous demande un peu ce que patrie a à voir avec ce grand partage du monde entre quelques-uns et l'énorme troupeau dépossédé. Le jour de gloire est arrivé, et toi la gloire maintenant, ta gueule. Il s'agit bien de la gloire au coin des rues, quand la mitrailleuse attaque, tac, tac, le trottoir. Quand il s'agit de ma peau, de la tienne, d'avoir la leur, parce qu'il n'y a pas de patience qui tienne, et qu'il faut être les plus forts, nous les fauchés, et la faux passe, et nous en mordrons l'acier avec nos dents, et nous arracherons les serments de la pièce, et nous retournerons la mort sur la mort, et leurs chansons sur les chanteurs. Allons enfants, où en étais-je? Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir les féroces soldats? Et dans nos villes donc, et dans leurs villes, les voyez-vous, les flics, les bourgs, les gardes mobiles, et les fils à papa qui ont très longuement appris à jouer de la matraque et du revolver en pensant aux grévistes? Les voyez-vous dans les faubourgs? Les voyez-vous dans la cour des usines, sur les ponts, aux nœuds stratégiques de Paris, aux bouches de colère du métro, partout les hommes à nerfs de bœuf du capital qui veillent à ce qu'il n'y ait ni scandale ni révolte dans le bordel où le prolétariat de se vendre comme une putain. Les voyez-vous, les macros aux gants blancs qui sourient à l'abri des chevaux et des gardes casqués? Ils viennent jusque dans nos bras égorger nos fils et nos compagnes. Souviens-toi de 71 et du parapluie hystérique de leurs femmes crevant les yeux des communards sur le doux pavé de Versailles et l'entrée à travers l'ouest complice des soudards, Paris comme une clé immense et des charniers de mai pourrissant sous la clameur du meurtre et de l'ivresse et l'hallali qui sonne au Père-Lachaise, la tombe est prête et l'enfant tombe sur sa mère. C'est encore la Marseillaise. La Marseillaise avec les soldats de fourmis, la Marseillaise avec ce Draveil, la Marseillaise aux colonies, la Marseillaise du comité des forges, la Marseillaise de la social-démocratie, la Marseillaise, chapeau bas, toi, ta casquette, pendant qu'on joue la Marseillaise. Aux orties d'ailleurs, ta casquette, mets ce casque et prends ce fusil, histoire de t'apprendre à vivre 4 ans de Marseillaise avec les pieds dans la merde et la gueule en sang. Marseillaise de Charleroi, Marseillaise des Dardanelles, Marseillaise de Verdun, Marseillaise du chemin des Dames. Je salue ici ceux qui se mutinèrent au chemin des Dames en 1917.
Je salue ici ceux qui surgirent de la boue, avec à la bouche un grand cri, et tournèrent leurs armes du côté de la Marseillaise. Et ceux qui dirent feu sur eux sont encore de ce monde. Je salue ici les ouvrières de Saint-Étienne, qui se sont couchés en travers des rails pour arrêter les trains porteurs d'hommes et d'obus, cahotant de champs et de cocardes, et que les trains écrasèrent. Je salue ici le prolétariat contre la guerre, pour la transformation de la guerre en révolution. Je salue ici l'Internationale contre la Marseillaise. Cède le pas aux Marseillaises à l'Internationale, car voici l'automne de tes jours, voici l'octobre où sombrent tes derniers accents. Aux armes, citoyens! Qui parle? Des généraux, des marchands, la police. Formez vos bataillons! Nous vous connaissons, gendarmes. Marchons, marchons! Eh bien qu'ils marchent, nous les attendons, camarades. Vous êtes tous des ouvriers, des paysans, des travailleurs. C'est contre vous, c'est contre nous qu'ils vont, qu'ils marchent. Soyons unis. Comment aurait-il assez de balles pour nous tous? Et nous pouvons prendre les arsenaux, les armureries. Soyons unis dans l'action, pas de pitié, ils reviendront toujours plus forts. Soyons unis, les voilà. Que chantent-ils, les vaches? Qu'un sang impur abreuve nos sillons. On va bien voir lequel est le plus rouge, du sang du bourgeois ou du sang de l'ouvrier. Debout, peuple travailleur, debout les damnés de la terre. Je ne peux pas donc rester dans le confort de la militance du dimanche. D'autant que la défaite se poursuit. En 2005, le nom est volé en 2007 par la conjonction des socialistes et de l'UDR, je ne sais plus comment ça s'appelait à l'époque, enfin de la droite, dans le traité de Lisbonne. En 2008, les régimes spéciaux sont battus. La victoire de 1995 se transforme en défaite en 2008. En 2010, alors que les syndicats avaient préparé vraiment remarquablement le conflit sur les retraites, fait des formations, multiplié des publications en direction des salariés fort bien faites, que la mobilisation est la plus grande que l'on ait connue depuis 1968, échec total. On ne peut pas se contenter de dire qu'en face ils sont forts. 30 ans de défaite, une défaite aussi lourde, aussi continue, ça doit nous interroger sur les raisons qui tiennent à notre stratégie. Quel est l'enjeu de la bataille des retraites, de cette bataille perdue? Au moment où Fillon, non pas Fillon, son maître à penser, redites-moi comment il s'appelle. Pardon ? Seguin, voilà, merci. Au moment donc où Seguin, en 87, indexe les pensions du privé en tout cas, sur les prix, non plus sur les salaires, et où en 91, donc, Rocard sort le livre blanc sur les retraites qui va être la Bible de tous les réformateurs jusqu'à aujourd'hui. On se rappelle, en 2003, Rocard téléphonant tous les 8 jours à Fillon, « Tenez bon, pour faire ma réforme ». C'est pour ça que c'est ça, Rocard. Il a été canonisé dès sa mort, le mec, bien sûr. Lorsque on examine les statistiques du début des années 90, dans ce qu'on appelle l'échantillon interrégime des retraités, qui est un échantillon de 400 000 ménages de retraités, donc c'est pas un sondage aussi glorieux que les sondages que nous pratiquons en ce moment. C'est une statistique extrêmement fiable et chaque 4 ans, très coûteuse à faire, donc elle se fait que tous les 4 ans. Et en 97 paraît la situation des retraités qui sont nés en 1930. La cohorte en 1930 a donc pris sa retraite entre 90 et 95.
le taux de remplacement du dernier salaire dans le privé est en moyenne de 84%. C'est-à-dire que pour une carrière complète, je précise, qui est à l'époque de 37 ans et demi, on part en retraite en moyenne avec 84% de son dernier salaire net, et c'est à vie. Dans une fourchette qui va de 100% si le dernier salaire net était le SMIC, à 60% si le dernier salaire net était de 20 000 francs à l'époque, enfin 3 000 euros. 10% des salariés gagnent plus de 3 000 euros aujourd'hui. Donc, on a vraiment un taux de remplacement tout à fait considérable. Les annuités sont acquises dès lors qu'on a gagné l'équivalent de 200 heures de SMIC par trimestre. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui, pendant 37 ans et demi, a fait un mi-temps, en pro, c'est ça, il a 84% de son dernier salaire à vie. C'est-à-dire que l'on est proche de la réussite de ce qui est le cœur de la pratique du syndicalisme de transformation sociale, de la CGT pour l'essentiel. Solidaire à l'époque n'existe pas encore vraiment. Et la FSU se constitue en 92 seulement, donc c'est récent. Le syndicalisme de transformation sociale, il s'est battu pour un droit à la continuation du salaire après l'activité. Les termes décisifs, c'est salaire de référence, taux de remplacement, meilleures années. Et au congrès de 95, la CGT donc revendique, avec toutes ces statistiques-là à l'appui, qui sont tout à fait cohérentes, qu'à 55 ans, 50 ans pour les métiers pénibles, on est droit à 75% de son meilleur salaire brut, c'est-à-dire 75% du brut, 100% du net, puisqu'il y a 22% de cotisation salariée. Qu'est-ce que ça veut dire revendiquer qu'à 55 ans, on est droit à 100% de son meilleur salaire net? Ça ne veut pas dire qu'on revendique du loisir après une longue vie de travail. Cela veut dire qu'on est en train de définir autrement le travail. Que travailler, ce n'est pas uniquement avoir un emploi. Et que quelqu'un qui est libéré de l'emploi peut continuer à être payé. Parce que nous travaillons collectivement dans une entreprise à la fois revendicative et d'action à changer la pratique du travail, à sortir le travail du carcan de l'emploi dans lequel le capitalisme met le travail. Et qu'est-ce que veulent faire les réformateurs? Les réformateurs, ils veulent en finir avec le droit au salaire pour les retraités. Le retraité, c'est un brave type, on ne va pas le tuer, il a été utile, etc., etc. Bon, il l'est encore d'ailleurs, il accompagne ses petits-enfants à l'école, enfin, bon, il est trésorier du club de foot, il est conseiller municipal, il est responsable de l'union locale, CGT, etc. Bon, c'est utile les retraités, mais c'est pas productif, pas de peau pour eux. Les femmes ici savent ce que c'est, que d'être utile mais non productif. Ben, les retraités, c'est utile mais pas productif. Donc ça n'a pas droit au salaire, un retraité. À quoi a droit un retraité? Un retraité a droit à récupérer la partie de son salaire qu'il n'a pas consommée quand il a été actif en solidarité avec les retraités de son temps. Un retraité, il a droit à la solidarité intergénérationnelle. Il a droit à récupérer, alors pas forcément l'intégralité de ses cotisations, c'est à l'échelle d'une génération que ça se joue, mais chaque génération a le droit de récupérer sa contribution à la solidarité avec la génération précédente lorsqu'elle-même n'est plus productive puisqu'elle n'a plus d'emploi. Voilà le discours réformateur, c'est-à-dire capitaliste, sur la retraite.
voyez tout de suite le problème, c'est que c'est le nôtre aussi. Nous nous sommes battus au nom de la solidarité intergénérationnelle. Qu'est-ce qu'aurait supposé une bataille qui ne soit pas une bataille de la défaite comme elle l'a été, mais que l'on assume la conquête de 1946, lorsque Ambroise Croizat crée le régime général, et dans le régime général, un régime de retraite qui est pratiquement copié sur celui des fonctionnaires, c'est-à-dire le droit à la poursuite du salaire, la fonction publique a une retraite qui s'appelle poursuite du traitement, par remplacement à 75% du meilleur salaire brut. Il fallait assumer cela. Contre quoi? Contre l'Agirc-Arrco. Agirc-Arrco, ça va, ça vous dit quelque chose? L'Agirc-Arrco, c'est une création qui se fait contre la CGT. L'Agirc, en mars 1947, la CGT est contre. Alors certes, Croizat est encore ministre, mais je l'ai dit, il est politiquement mort. Les ministres communistes n'ont une influence que dans l'année 1946. Dès décembre 1946, Léon Blum, ce grand homme de gauche, Saint-Blum aussi, d'accord, chasse les communistes du gouvernement. Donc les communistes ont été au gouvernement avec un certain pouvoir sur des strapontins, on verra ça tout à l'heure, que de décembre 1945 à novembre 1946. Une partie reviennent parce que ce gouvernement monocolore socialiste, après un échec de la SFI aux élections d'octobre, c'est quand même pas sérieux, et les socialistes sont obligés d'accueillir quelques communistes, mais pas Marcel Paul, par exemple. Bon, Croizat revient, il sera finalement éliminé par le socialiste Daladier en mai 1947, les communistes seront définitivement éliminés là, mais il est au pouvoir, certes, mais pratiquement sans aucun pouvoir réel. L'Arrco, c'est une création de FO qui se crée contre la CGT en 1948, enfin 1947. C'est une scission de la CGT par les ex-confédérés de Jouot, qui sont proches de la SFIO, disons. Et FO va contre la CGT qui se bat pour le déplafonnement du régime général, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement le salaire plafonné, mais que tout le salaire soit remplacé à 75% du brut dans le régime général. FO se bat contre cette revendication et organise avec le patronat, FO va être le partenaire du patronat de 1947 à 1992, ensuite depuis c'est la CFDT, c'est pour ça qu'FO, une fois sur deux, est dans le bon camp, enfin on ne sait jamais trop de quel côté il va tomber, mais enfin ça lui arrive. La CFDT, elle a choisi son camp, ça c'est clair. On est dans le camp d'en face. Je parle de la direction, les militants c'est autre chose. Je parle de la direction, bien sûr. FO et le patronat vont créer l'Arrco, alors que le régime général, il est géré par les salariés eux-mêmes, comme on le verra. L'Arrco, c'est paritaire. Paritaire, ça veut dire patronal. Il y a toujours un syndicat qui vote avec les patrons. Et puis surtout, l'Arrco, comme l'Agirc, c'est pas du tout le droit au salaire continué. Pas du tout. C'est j'ai cotisé, j'ai droit. Mes cotisations sont incluses dans un compte, s'additionnent dans ce compte, traduit en points, et lorsque je prends ma retraite, j'ai la rente viagère du capital sans épargne que j'ai constitué lorsque j'étais actif. C'est pas du tout un salaire, c'est un revenu différé. J'ai pas tout consommé, je le récupère. Ce mode de régime de retraite qui est en répartition, il n'est pas en capitalisation. La capitalisation en France, c'est 7% de la pension, 93% de la répartition. En Europe occidentale, la capitalisation, c'est 10%
de la retraite. La répartition, c'est 90%. La classe dirigeante n'a absolument pas comme objectif de remplacer la répartition par la capitalisation. Absolument pas. Ça ne marche jamais d'ailleurs, la capitalisation. Un seul pays au monde finance, pour la moitié seulement au demeurant, la retraite par capitalisation, c'est la Suisse. C'est la Suisse, d'accord. Donc, l'ambition des réformateurs, ce n'est pas du tout de remplacer la répartition par la capitalisation. C'est de remplacer une répartition qui proclame le droit au salaire pour les retraités, c'est-à-dire qui sort le travail du carcan de l'emploi, en une répartition qui proclame la solidarité intergénérationnelle. J'ai cotisé, j'ai droit. J'ai été solidaire, j'ai le droit de récupérer. Il y a une lutte de classe à l'intérieur des régimes de retraite. Il y a une répartition capitaliste, c'est l'Agirc-Arrco. Il y a une répartition anticapitaliste, c'est le régime général, le régime des fonctionnaires, les régimes des salariés à statut. Et la réforme s'attaque évidemment à ces régimes-là et, a comme objectif de remplacer le régime général, le régime des fonctionnaires, etc., par un dispositif de compte individuel sur le modèle suédois ou italien. C'est Piketty qui a théorisé ça. Piketty, qui est un de nos adversaires les plus redoutables, parce qu'il est un peu plus malin que les autres, hein, bien sûr. Est-ce que les opposants à la réforme se sont battus au nom du régime par répartition anticapitaliste contre le régime par répartition capitaliste? Pas du tout. Pas du tout. Aucune revendication de suppression du plafond du régime général, aucune revendication de baisse de l'âge de la retraite, aucune revendication de 100% assuré du salaire de référence assuré par le régime général, rien de tout cela. Pourquoi? Parce que les opposants à la réforme ont mis Croizat hors de la photo. Ils participent au postulat qu'il n'y s'est rien passé de révolutionnaire en 1946. Que 1946 ne change pas la donne en matière de travail. Qu'un retraité, c'est un être de besoin qui a droit à un revenu décent. Vous avez maintenant des manifestations de retraités pour un revenu décent, vous vous rendez compte? Le degré zéro idéologie dans lequel on est tombé. Et sur de tels mots d'ordre, il est clair que nous ne pouvions aller qu'à la défaite. Vous voyez que, en essayant d'analyser, à cause de la souffrance dont je suis porteur, de voir cet échec si terrible et si durable de la bataille des retraites, pour avoir essayé de le diagnostiquer à partir de la lutte de classe interne qu'il y a. Moi, je ne défends pas la Sécu. Je combats l'Agirc-Arrco. Je défends le régime général de sécurité sociale. En m'obligeant à mieux comprendre l'opposition qu'il y a entre l'Agirc-Arrco et le régime général, une opposition qui n'est pas du tout présente dans Puissance du salariat, je me suis rendu compte que l'enjeu de la lutte de classe, ce n'est pas un meilleur partage de la valeur. Que les réformateurs, ils ne veulent pas d'abord piquer des sous pour les mettre dans la poche du patronat et diminuer notre pouvoir d'achat. L'obsession d'une classe dirigeante, ce n'est pas ses sous, c'est le pouvoir. Et le pouvoir d'une classe dirigeante, il repose sur le fait qu'elle maîtrise la production et qu'on doit, de toute façon, passer par elle pour produire. Tant que nous n'avons pas sorti la production de la maîtrise du capital, nous pouvons créer tous les rapports de force que nous voulons, nous serons battus.
Et ce qui se passe en 1946, ça n'est pas une meilleure répartition de la valeur au bénéfice du travail. C'est le début d'une autre production de valeur, anticapitaliste. Une production que je qualifierai tout à l'heure de communiste. Il y a une lutte de classe engagée avec une classe révolutionnaire qui commence à instituer un mode de production communiste face au mode de production capitaliste. Évidemment, en disant ça, je me trouve un peu seul. Quand, pour bien distinguer la GIRC et l'ARCO, je dis attention, il y a des cotisations qui sont capitalistes. Alors là, que la répartition n'est pas du tout un gage de progressisme. Quand j'insiste sur le fait que dans le régime général, c'est le salaire continué et non pas simplement le salaire socialisé, alors là, des tas de gens qui me suivaient, aussi bien à l'université que chez les syndicats, ne me suivent plus. Cette solitude, elle est pourtant peuplée. C'est-à-dire qu'alors que je constate que ces collègues économistes atterrés, conseils scientifiques d'Attac, Fondation Copernic, ou ces directions syndicales, CGT, FSU, Solidaire, CNT, je ne parle pas des autres, je parle de ceux qui sont dans une logique de transformation sociale, sont dans l'impuissance, une forme de répétition qui finalement n'atteint plus personne. Il se trouve que ce que je dis a un écho tout à fait considérable. Je suis de plus en plus invité sur les thématiques-là, extrêmement critiques vis-à-vis de la façon dont nous avons mené la bagarre contre la réforme des pensions, par des fédérations de la CGT, par des unions locales, par des sections du Parti communiste, par... ça, c'est ma famille politique et syndicale, la FSU, et plus largement, et en particulier par les jeunes, tous ces trentenaires éduqués qui, eux, justement, ont décidé de ne pas jouer le jeu de la production capitaliste, et qui sont pour nous un trésor révolutionnaire. Ne pas jouer le jeu de la production capitaliste. Bricoler avec le RSA, mais ne pas produire de merde pour le capital. Ça, c'est un phénomène générationnel extrêmement puissant. De tout temps, il y a une partie des générations qui ont cherché à échapper au marché du travail. Mais en général, c'était ceux qui étaient en échec scolaire. Le marché du travail était un obstacle pour eux. Du coup, ils cherchaient dans le commerce, dans les activités indépendantes, de quoi contourner ce marché du travail. Aujourd'hui, c'est une fraction très qualifiée de la jeunesse qui se détourne du marché du travail. Et je la salue pour son courage politique. Et je constate qu'elle m'entend. Donc, d'une part, des tas de militants classiques du syndicalisme ou de la politique qui sont fatigués de 30 ans de défaite se disent peut-être que ce que raconte Friot, c'est pas si con que ça, finalement. Et que des collectifs qui ne m'auraient pas invité ou qui n'auraient pas entendu ce que je raconte il y a 10 ans, aujourd'hui, dans cette militance traditionnelle, m'invitent et m'entendent. La solitude est peuplée aussi bien de militants traditionnels qui n'en peuvent plus et qui ne peuvent plus se laisser endormir par le « en face, ils sont trop forts » et qui s'interrogent sur la légitimité des mots d'ordre sur lesquels ils se sont battus. Et puis par tous ces trentenaires, souvent étrangers, hélas, à la tradition syndicale, mais qui ont une forme d'authenticité de vie en cohérence avec leurs convictions. Je vais vous lire un poème de Neruda, pas d'Aragon,
l'Espagne au cœur, enfin tiré de l'Espagne au cœur, en 1937, et la traduction française en 1938 est préfacée par Aragon. Et Neruda se trouve un peu dans la... Enfin, toute proportion gardée, je ne suis pas Neruda, etc., d'accord, hein, mais dans la même situation que moi de devoir s'expliquer. Mais pourquoi ta poésie n'a pas le son habituel de la poésie? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans ta poésie de métaphysique couverte de coquelicots, des songes et des grands volcans de ton pays natal? Pourquoi c'est pas là? Qu'est-ce qui se passe? Expliquons-nous. Vous demanderez où sont les lilas et la métaphysique couverte de coquelicots et la pluie aux mots criblés de lacunes et d'oiseaux. Voici. Je vivais dans un quartier de Madrid avec des cloches, avec des horloges, avec des arbres. De là, on voyait au loin le visage sec de la Castille comme un vaste océan de cuir. Ma maison s'appelait la maison des fleurs. De tous côtés jaillissaient les géraniums. C'était une belle maison avec des chiens et des enfants. Raoul, te souviens-tu? Te souviens-tu, Raphaël? Federico, te souviens-tu? Toi qui dors sous la terre. Te souviens-tu de ma maison au balcon où la lumière de juin étranglait des fleurs dans ta bouche? Frère, tout n'était que voix ardente, celle des marchandises, agglomération de pain palpitant. Les marchés de mon quartier d'Arguel, avec sa statue comme un palancrier, l'huile roulait dans les cuillères, un profond battement de pieds et de mains emplissait les rues. Mètres, litres, essence profonde de la vie, meules de poissons entassés, contexture des toits avec le soleil froid dans lequel se dressait la flèche lacée. L'ivoire délirant et fin des pommes de terre, vagues houleuses des tomates roulant jusqu'à la mer. Et un matin, tout prenait feu. Un matin, des brasiers sortirent de terre, dévorant les hommes. Et depuis lors, le feu, la poudre depuis lors, et depuis lors, le sang. Des bandits avec des avions, avec des morts, des bandits avec des bagues, des duchesses, des bandits avec des moines noirs et des prières, vinrent du haut du ciel pour tuer les enfants. Par les rues, le sang des enfants courut simplement comme du sang d'enfants. Chacal que les chacals repousseraient, pierre que le chardon sec mordrait en crachant, vipère que les vipères haïraient. Devant vous, j'ai vu le sang de l'Espagne se soulever pour vous noyer sous une vague d'orgueil et de couteaux. Généraux, traîtres, regardez ma maison morte, regardez l'Espagne blessée, mais de chaque maison morte sort un métal ardent en guise de fleurs. Mais de chaque blessure de l'Espagne sort l'Espagne. Mais de chaque enfant mort sort un fusil avec des yeux. Mais de chaque crime naissent des balles qui trouveront un jour la place de votre cœur. Vous demandez pourquoi ma poésie ne parle pas du songe, des feuilles, des grands volcans de mon pays natal? Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. Venez voir le sang dans les rues. À partir du moment où on déplace de la ressource vers le travail, l'enjeu de la lutte de classe, où l'enjeu de la lutte de classe, ce n'est pas un meilleur partage des ressources, c'est un changement de la pratique du travail. Alors on s'aperçoit que ce qui se passe en 1945 n'est pas du tout ce que l'on nous a raconté. Vous vous rappelez, Maître Larocque, etc.
tout ça est une fable. D'abord, rien ne se passe en 1945, c'est en 1946. C'est en 1946 quand il y a sur des strapontins 5 ministres communistes. Vous voyez, un an sur des strapontins, ça peut suffire comme présence au pouvoir pour changer les choses. Il faut une présence au pouvoir si on veut changer. Il faut le dire à tous ceux qui pensent que l'addition d'innovation ici et maintenant dans le local va faire changer la société. Il faut qu'il y ait cette innovation ici et maintenant dans le local, bien sûr. Il faut qu'on change le travail ici et maintenant dans le local. Mais s'il n'y a pas assomption de tout ça dans des institutions macro-sociales, macroéconomiques, qui supposent donc des lois, qui supposent une participation au pouvoir, rien n'est possible et tout s'épuise dans de la marginalité. Qu'est-ce que font les révolutionnaires de 1946 ? Qu'est-ce que fait Croizat ? Pourquoi Croizat n'est pas sur la photo, y compris chez nous ? Il n'y a aucune unanimité des communistes aux gaullistes. Le programme du CNR a connu plusieurs versions. Sa dernière version a été écrite par Villon, par un communiste. C'est un programme communiste, le programme du CNR. L'obsession des gouvernements provisoires, qui sont à majorité socialistes et MRP, puisque les gaullistes démissionnent dès janvier 1946, l'obsession des gouvernements provisoires, c'est de ne pas appliquer le programme du Conseil national de la résistance. Le patronat dans les choux. L'idée qu'avoir collaboré était infamant en 1945, c'est se refaire une histoire de France, de la France unanimement anti-pétainiste, qui me paraît un peu rapide. Je rappelle que Pétain est encore applaudi par une foule immense en avril 1944 à Lyon. 2, le patronat est omniprésent au gouvernement. À travers des ministres MRP, donc c'est la droite, les démocrates chrétiens, et ses fillots, socialistes, ces ministres-là qui appliquent un dispositif qui a été mis en place en 1938 en invoquant l'état de guerre. L'état de guerre, c'est fait pour faire la guerre sociale, on le sait bien aujourd'hui, nous sommes en état de guerre, c'est fait pour mener la guerre sociale, avec la criminalisation des mouvements populaires, enfin vous connaissez la chanson. Le gouvernement Daladier, en 1938, invoque l'état de guerre pour interdire toute négociation des salaires. Et c'est désormais, d'abord les préfets, mais ça fout trop de bordel d'un département à l'autre, les ministres qui vont décider du niveau des salaires. Et c'est valable de 1938 à 50. C'est seulement la loi de 50 qui va libérer la négociation collective des salaires. Quel est le calcul de ces messieurs qui empêchent toute hausse des salaires en 1944-1945 dans les gouvernements provisoires? C'est que, comme en même temps le patronat organise la pénurie, il n'y a pas que le patronat français, le patronat anglais organise la pénurie. Ça a été très bien montré par Ken Loach dans son magnifique film L'Esprit de 1945. Comme le patronat organise la pénurie, tous ces messieurs attendent que la hausse des prix générée par la pénurie vienne se fracasser sur les salaires qui n'augmentent pas, et donc que la baisse du pouvoir d'achat est absolument considérable en 1945, 1944, 1945, 1946, il y a une baisse énorme du pouvoir d'achat, fasse retourner les travailleurs contre leurs représentants naturels qui sont le Parti communiste et la CGT. Voilà le calcul de ces messieurs-dames. Le patronat est omniprésent au gouvernement. La CGT elle-même est extrêmement divisée puisque nous aurons la scission de 1947. Toutes les fédérations qui se réclament des ex-confédérés, de Jouot, ils seront emmenés ensuite par Botreau, c'est Botreau qui va fonder FO. Toutes ces fédérations-là refusent d'entrer dans le régime général et disent, si vous nous obligez à entrer dans le régime général, on s'en va. Les fonctionnaires, par exemple, etc. À l'intérieur même de la CGT ex-unitaire, disons les communistes, qui sont devenus majoritaires à la direction de la CGT, vous avez un conflit entre Croizat et Paul. Croizat disant, mais enfin, on fait un régime général. Et puis Paul disant, ben non, on va déjà essayer de gagner plus du côté des électriciens gaziers, il y a des opportunités, etc. Bon. Et Croizat est battu.
Qu'est-ce que c'est qu'un régime général de sécurité sociale? Ça n'a rien à voir avec la Sécu. La Sécu, elle est tout comme... la Sécu, elle existe en entier en 1945. 1945, ce n'est pas la création de la Sécu. L'indemnisation obligatoire des accidents du travail et maladies professionnelles, c'est depuis 1898. Les allocations familiales, c'est obligatoire depuis 1917 dans la fonction publique, depuis 1932 dans le privé. La couverture maladie, c'est obligatoire depuis 1930. La couverture vieillesse, c'est obligatoire depuis 1930. Les régimes de fonctionnaires existent depuis 1853. Les régimes de la RATP existent depuis les années 30. La mutualité existe depuis début du 19e siècle. Enfin, bref, tout existe, sauf le régime général. Et qu'est-ce qu'a de révolutionnaire le régime général? Et en quoi il se constitue contre le reste de la sécurité sociale? Et ce que Croizat met en place, c'est le régime général. Le régime général, c'est un régime unique, alors que ce qui existe à l'époque, c'est des régimes de branches, des régimes d'entreprise. Vous voyez ce à quoi El Khomri veut nous faire revenir. Voilà, priorité à l'entreprise, en fait, etc. D'accord? C'est-à-dire priorité au patron. C'est des régimes qui sont gérés soit par les assurances, les AT-MP par exemple, soit de manière paritaire, les assurances sociales, par la mutualité. Ce sont des régimes dont les taux sont multiples, par exemple pour les allocations familiales, nous avons des taux qui vont de 4 à 17% du salaire brut. Pour des raisons que j'ai plus le temps, manifestement, vu l'heure qu'il est, de pérorer, d'accord? Donc je vais aller court. Mais c'est le point décisif. Bien comprendre que ce qui se fait en 1946, ça ne se fait pas en 1945, et deux, ça se fait contre la Sécu. Quand vous aurez compris ça, vous aurez tout compris. Il faudra quand même rester pour la seconde partie, parce que dans la seconde partie, je montre comment nous pouvons nous appuyer là-dessus pour avancer aujourd'hui, sortir de la défaite. Ce qui est notre ambition à tous, sortir de la défaite, enfin. Arrêtez d'être là dans la défaite annoncée, et puis le Front National qui va venir au pouvoir, enfin, etc., etc. Arrêtez avec cette pusillanimité collective dans laquelle nous sommes. Donc ça, c'est la seconde partie, d'accord? Je termine la première. J'accélère un tout petit peu. Qu'est-ce que ce régime général a également d'anticapitaliste? Il constitue un salariat homogène, à la place de caisses, de branches d'entreprise, de taux multiples et variés, taux unique, caisse unique. Et puis, gestion ouvrière. De 47, enfin de 46, c'est écrit en 46, de 46 à 61, pendant 15 ans, des ouvriers élus, majoritaires dans les caisses, élisant les directeurs de caisse sont élus, vont gérer l'équivalent du budget de l'État. Et ça marche. Nous pouvons gérer l'équivalent du budget de l'État. Et il faut voir la fierté de ces militants qui, seuls contre tous, je vous donne un seul exemple. Il fallait passer de milliers de caisses à 2 caisses départementales, allocation familiale et le reste de la Sécu. Il fallait donc trouver des locaux plus grands que les locaux des caisses qui existaient. Il fallait aussi regrouper des personnels qui relevaient de statuts tout à fait différents, créer une convention collective. Tout ça a été fait en l'espace de 6 mois. Il fallait trouver des locaux assez vastes. Nous étions, après les désastres immobiliers des bombardements et tout ça de 1945, de la guerre. Dès qu'un militant CGT trouvait un local assez grand, aussitôt il était préempté. Aussitôt. La Sécu, c'est un organisme privé, il ne peut pas préempter. Qui préemptait? Les ministères socialistes et MRP. L'unanimité du CNR? De la blague. C'était l'époque qui voulait ça? De la blague. Des militants révolutionnaires déterminés. Et qu'est-ce qu'ils ont fait?
et on le lit dans tous les archives que l'on peut avoir de la CGT, ils ont dit « Nous pouvons gérer des institutions macroéconomiques considérables. Et nous allons le faire. » Et ils le font. Et tous les textes de l'époque sont des textes d'une immense fierté. Ce n'est pas un syndicat de victimes qui se plaint. Imaginez qu'on supprime de nos tracts les dénonciations et les plaintes. Il ne resterait plus rien. C'est pas ça. C'est une classe révolutionnaire qui se constitue, qui est candidate au pouvoir. Alors, sur la question de savoir s'il y a une conscience aussi claire que celle de exercer le pouvoir sur des institutions économiques, est-ce qu'il y a une conscience aussi claire de changer la pratique et la définition du travail, changer ce qu'on appelle la valeur économique? Là, c'est pas aussi clair. On ne peut pas dire que ça s'exprime comme cela. Mais les actes sont ceux-là. L'acte de poser des actes qui changent la définition du travail. Dire les retraités ont droit au salaire et organiser un régime général autour du droit au salaire, c'est dire les retraités travaillent. C'est pas simplement des bénévoles utiles, hélas non productifs. Ils travaillent, ils produisent de la valeur et ils ont droit au salaire. Et la même chose avec les allocations familiales qui sont le cœur de la Sécu à l'époque. Croizat, dans la loi d'août 46, qui est là, une des grandes lois Croizat, août 46 sur les allocations familiales, dit 1. Les allocations familiales sont complètement déconnectées de l'emploi. Pas besoin d'emploi pour les allocations. Jusqu'à présent, quelqu'un qui était en arrêt de maladie avec des enfants, pas d'alloc. Quelqu'un qui était au chômage avec des enfants, pas d'alloc. Quelqu'un qui était en retraite, exemple, pas d'alloc. Il fallait être sur son poste de travail. C'était un supplément de salaire. Là, il déconnecte complètement les allocs de l'emploi. Et deuxièmement, il dit c'est du salaire. Vous voyez, du salaire qui paye autre chose que l'emploi. C'est du salaire, les allocs, c'est 180 heures de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie de la région parisienne. Ça évolue avec le salaire de ce salaire-là. C'est les patrons qui le payent à l'occasion de l'emploi. Nous sommes dans du salaire, mais c'est du salaire qui ne reconnaît pas des emplois, précisément. En 1947, la moitié du salaire des familles ouvrières, qui ont en moyenne 3 enfants, c'est les allocs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'aller sur le marché du travail pour être payé. Travailler, ce n'est pas se soumettre à un employeur, ce n'est pas aller produire de la merde pour le capital. Les parents travaillent, ils ont droit au salaire. Ça, c'est une immense innovation révolutionnaire que, évidemment, Rocard va supprimer. La SFIO était absolument contre la loi d'août 46. Dès qu'ils peuvent, il faudra quand même qu'ils attendent Rocard, mais enfin, dès qu'ils peuvent, ils remplacent ça par la CSG. C'est du coût de l'enfant. Et il faut le reconnaître par de la solidarité fiscale. Et notre impuissance devant la CSG, qu'est quoi son origine? C'est que nous croyons aussi que c'est du coût de l'enfant. Nous ne sommes pas fidèles à Croizat quand il dit, il ne le dit pas, quand il fait, et les idées sont toujours après les actes, quand il fait, les parents travaillent. Les parents ont droit au salaire. Nous sortons le travail du carcan de l'emploi capitaliste. Vous voyez qu'il y a vraiment, en 1946, des lendemains qui chantent. Le sacrifice de ceux qui ont été fusillés n'a pas été vain. Et en vous lisant un des poèmes les plus célèbres à l'époque d'Aragon, celui qui était appris par cœur et qui était recopié des milliers de fois par des résistants qui, parce qu'ils risquaient leur peau, avaient besoin d'un soutien poétique, de la force de cette ballade de celui qui chanta dans les supplices. J'espère que ce poème va pulvériser les ricanements ou les rires entendus devant l'expression « les lendemains qui chantent ». C'est l'expression qu'emploie Gabriel Péry, député communiste fusillé au Mont Valérien en 1941. C'est l'expression qu'il emploie dans la lettre qu'il laisse à sa famille à la veille d'être fusillé.
Et le poème d'Aragon reprend tout à fait les éléments de la lettre de Neruda, de Gabriel Péry, ballade de celui qui chanta dans les supplices. Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. Une voix monte des fers et parle des lendemains. On dit que dans sa cellule, 2 hommes cette nuit-là lui murmuraient « Capitule de cette vie, es-tu là? Tu peux vivre, tu peux vivre, tu peux vivre comme nous. Dis le mot qui te délivre et tu peux vivre à genoux. » Et s'il était à refaire, je referais ce chemin. La voix qui monte des fers parle pour les lendemains. Rien qu'un mot, la porte cède, s'ouvre et tu sors. Rien qu'un mot, le bourreau se dépossède. Sésame, finis tes mots. Rien qu'un mot, rien qu'un mensonge pour transformer ton destin. Songe, 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 songe à la douceur des matins. Et si c'était à refaire, je referais ce chemin. La voix qui monte des fers parle aux hommes de demain. J'ai dit tout ce qu'on peut dire. L'exemple du roi Henri, un cheval pour mon empire, une messe pour Paris, rien à faire. Alors qu'il parte, sur lui retombe son sang. C'était son unique carte, périsse cet innocent. Et si c'était à refaire, referait-il ce chemin? La voix qui monte des fers dit « Je le ferai demain ». Je meurs et France demeure, mon amour et mon refus. Ô mes amis, si je meurs, vous saurez pourquoi ce fut. Ils sont venus pour le prendre, ils parlent en allemand, l'un traduit « Veux-tu te rendre ?» Il répète calmement « Et si c'était à refaire, je referais ce chemin, sous vos coups chargés de fer, que chantent les lendemains. » Il chantait, lui, sous les balles, des mots sanglants élevés. Une seconde rafale, il a fallu l'achever. Une autre chanson française à ses lèvres est montée, finissant la Marseillaise pour toute l'humanité. Entr'acte.